avant de commencer l'animation, il faut vérifier les paramètres de la timeline. Donc là, nous avons une timeline qui va de 0 à 200. Pour vérifier les paramètres, on va dans les préférences. Donc dans l'onglet Timeline. Donc on voit qu'on est à 24 fps. Alors les 24 fps, ça veut dire qu'on est à 24 images par seconde. Or en France, on utilise du 25 images par seconde. C'est du format PAL. Donc pour changer, on va dans Settings. On clique sur l'onglet ici et on va dans PAL. Donc si je vais dans Timeline, on a bien 25 fps. Donc je sauve les paramètres. Donc pour un même temps, on voit qu'on a des frames en plus, donc des images en plus. Donc je vais me remettre à 200 en cliquant ici. Donc je vais pouvoir commencer l'animation. On a vu qu'à la base de l'animation, il y a la clé. Elle fige une position ou une valeur de paramètre dans le temps. Si j'appuie sur S quand un élément est sélectionné, je pose une clé sur tous les paramètres de la channel box. Donc les translations, les rotations, mais aussi les attributs que j'ai rajoutés, par exemple les attributs d'écrasement dans ce cas ici. Je reviens en arrière, Z. Mais je peux aussi directement aller dans ma channel box, cliquer avec le bouton droit sur le paramètre où je veux mettre une clé, et aller dans Case Selected. Dans ce cas-là, je n'ai mis une clé que sur ce paramètre. Je peux aussi enlever la clé de différentes façons. Soit je clique droit et je fais Break Connection. Mais je peux aussi, je reviens en arrière, je peux aussi aller dans ma timeline, sélectionner la clé avec Shift, cliquer droit et aller sur Delete. Si je sélectionne par exemple le locator qui permet d'animer ma jambe, je peux mettre une clé en 0 par exemple sur Y, Translate Y et Translate Z, sans poser une nouvelle clé, par exemple ici. Maya enregistre ses positions et calcule les images intermédiaires pour créer l'animation. Si par exemple je bouge à nouveau le pied, que je ne pose pas de clé, on va revenir dans l'animation qu'on vient de créer. Si je veux pouvoir mettre des clés à chaque fois que je bouge l'objet, il me suffit de cliquer ici sur Animate. Maintenant, je peux poser par exemple mon pied. La clé s'est créée. Et on a bien l'animation entre ces trois clés. Je vais me remettre en 0 pour jouer l'animation. Donc pour ceci, je vais sur l'icône lecture. Donc voilà, l'animation est un peu lente, donc je vais l'arrêter et je vais essayer de mettre de la contrainte dans 1 seconde, c'est-à-dire dans 25 images. Donc je vais ouvrir un carré de sélection, donc avec Shift et le bouton gauche, restez appuyé, j'ouvre une zone de sélection. Avec les flèches du milieu, je peux bouger ma sélection. Et avec les flèches sur les côtés, je peux la réduire homothétiquement. Donc par exemple à peu près à 25. Si je veux maintenant que ma timeline fasse par exemple 35 images, je peux taper directement ici ou régler avec le bouton du milieu ici. Si je joue à nouveau mon animation, on a une animation beaucoup plus rapide. Pour savoir si l'animation se joue à vitesse réelle, je vais dans les paramètres, donc dans les préférences, donc dans les paramètres de la timeline. Il y a écrit Real Time, c'est-à-dire que le temps ici joué est le temps juste.
Je pourrais aussi jouer toutes les images. Donc si je reste par exemple sur le temps juste, que je mets l'éléphant en mode lissé, en mode smoothé, donc je vais dans mon historique, polysmooth, et donc je vais le mettre à 1. Si je joue l'animation, le temps est gardé, par contre on ne peut pas lire chaque image parce que l'ordinateur n'est pas capable de les gérer. Donc si je veux lire toute l'animation, je vais dans les paramètres et donc là je vais dans Every Frame. Dans ce cas, on aura chaque étape bien marquée. Par contre, l'animation ne sera pas en temps réel. Pour voir l'objet smoothé à vitesse réelle, il faut calculer ce qu'on appelle un playblast. Donc pour ceci, on va dans la timeline, on clique droit et on va sur playblast option. Donc un playblast permet de calculer une séquence d'images dans la vue 3D. Donc si je lance directement le playblast, il va calculer toutes les frames qui me permettront de jouer l'animation. Je peux, quand je le souhaite, arrêter cette animation en appuyant par exemple sur échappe. Donc, je vais le faire, par exemple à l'image 25. Donc j'appuie sur échappe. Et je peux voir l'animation de l'objet smoothé en temps réel, dans sa vraie vitesse. Des clés peuvent être mises sur d'autres paramètres, par exemple dans l'historique d'un objet. Si je sélectionne l'éléphant par exemple, que je veux animer son lissage, je vais dans son historique, polysmooth. Je vais par exemple mettre une clé sur sa division ici. Si je vais en 0, mettre une division en 0. Donc là, je n'ai pas besoin de poser la clé puisque je suis en mode animate. Donc si je joue l'animation, je passe d'un objet non smoothé à un objet smoothé. Je vais supprimer ce que je viens de créer. Donc avec Shift, j'ouvre une sélection et je vais dans Delete. Donc là, le lissage n'est plus activé. Un autre exemple de clés qu'on peut poser, c'est par exemple sur des clés de déformation. Donc je vais utiliser la Outbox, je vais dans Déforme, je vais par exemple mettre un twist sur l'objet. Donc là, il n'est pas apparent à l'image parce qu'on avait décoché déformeur, donc on voit qu'il est présent. Pour la lisibilité, je vais enlever de la vue les déformeurs et aller dans les paramètres du twist. Donc en 0, je vais mettre le start angle à 0 et par exemple à 16, avec le bouton du milieu, je vais l'animer. Donc je peux jouer l'animation. Donc on a plusieurs types d'animations sur un même objet, par exemple une animation de déformation, mais aussi une animation classique de translation. Comme pour les paramètres d'historique ou de déformation, Maya nous permet d'animer presque toutes ces opérations. Je supprime le twist sur l'éléphant, donc je vois qu'il est sélectionné, j'ai juste à appuyer sur la touche Sup pour l'enlever. Et je vais garder l'animation sur le pied. Donc pour voir les clés, je vais sélectionner le locator sur lesquels il y a des clés d'animation. Donc c'est le locator ici, main gauche.
Donc on a vu que entre deux clés d'animation, Maya crée une interpolation. Mais avec la timeline, on ne peut ni la visualiser ni la modifier. Le Graph Editor permet, grâce à des courbes d'animation, de gérer facilement les clés et leurs intervalles. Donc pour ouvrir le Graph Editor, on va dans Windows, Animation Editor, Graph Editor. Donc je vais le placer pour voir facilement et la patte de l'éléphant et l'animation. La première chose que l'on voit sur le Graph Editor est la fenêtre de visualisation des courbes. Donc on se déplace comme dans la vue 3D pour les translations, pour le zoom. La touche F n'est pas seulement un zoom, elle met la courbe pour qu'elle prenne un maximum de place dans l'espace gauche-droite, mais aussi dans l'espace haut-bas. Donc si j'appuie sur F, on voit beaucoup mieux la courbe. On peut aussi gérer ces espaces haut, bas, gauche, droite en utilisant les touches Shift et Alt du clavier et le bouton gauche et le bouton du milieu de la souris. Donc on peut évoluer gauche-droite ou haut-bas. À gauche, nous avons une sorte d'outliner où seuls les objets sélectionnés sont apparents. Donc ici, nous avons sélectionné que main G. Et nous avons aussi les paramètres qui possèdent une clé sur les objets sélectionnés, c'est-à-dire Translate Y et Translate Z. Nous pouvons aussi sélectionner les points, donc les clés. Donc nous voyons ici deux paramètres. Donc nous avons la barre en abscisse, donc c'est la barre des temps, donc 18. Donc si je tape 18, les clés se mettent en position 18. Et en ordonnée, nous avons la valeur de la translation. Donc on trouve ici 401, qu'on peut retrouver ici dans la channel box. Donc on peut tout à fait, par exemple, la stabiliser à 4. Nous pouvons aussi sélectionner séparément les deux clés. Donc par exemple, sélectionner avec W que Translate Z, la bouger, ou que Translate Y. Si on appuie sur Shift, on reste sur la même frame. Si je la bouge en abscisse, comme ceci, on voit qu'on a un Snap to Grid qui est indiqué ici. Donc si je le décoche, on a une animation plus lisse sur le point. Donc je vais le recocher et le remettre en 18. Je peux aussi, si je le souhaite, sélectionner des points et utiliser un scale par rapport à un autre point. Donc par exemple, si je sélectionne ces points ici, je me mets au point 0. Avec Shift et le bouton du milieu, je vais faire un scale sur mes courbes. Entre deux clés, la courbe permet de modifier les états intermédiaires. On peut avoir une vitesse linéaire par exemple, ou lente puis accélérée. Donc on peut modifier ces actions globalement grâce à ces icônes ici. Donc par défaut, c'est cette icône-là qui est utilisée. On peut avoir aussi des vitesses linéaires, c'est-à-dire qu'on va de façon linéaire d'une clé à une autre. Donc si je joue l'animation, on voit bien la différence entre cette animation-là et celle-ci. On aura quelque chose de plus lisse au niveau de la pliure. On peut aussi lisser au niveau de chaque clé ou sauter d'une clé à une autre
Donc là, si je joue l'animation, on reste sur une clé puis on saute. Ces fonctions marchent aussi pour un groupe de points. Ça ne va pas modifier les autres clés, les clés non sélectionnées. Lorsqu'on a sélectionné les points de la courbe, sont apparues des tangentes qu'on appelle des tangentes de Bézier qui permettent d'indiquer l'orientation de la courbe au niveau du point. On peut sélectionner ces tangentes. Donc je vais me mettre en mode translation. Avec le bouton du milieu, changer leur orientation. Donc par exemple dans ce cas, le pied va se soulever en Y, beaucoup plus haut que la clé, puis redescendre sur la clé, et enfin se stabiliser à la dernière clé qu'on a posée. Grâce à ces icônes, je vais pouvoir modifier les tangentes sur la courbe. Donc si j'utilise par exemple celle-ci, je vais pouvoir sélectionner une des tangentes et changer son orientation en cassant l'angle ici. Avec cette icône, je vais pouvoir garder l'angle mais tourner ces deux tangentes. Pour utiliser cette icône, il va falloir que je passe en weighted tangente, car par défaut, ça ne marche pas. Donc pour ceci, je vais dans Curve, weighted tangente. Donc on voit que les tangentes changent de physionomie. Donc si je sélectionne l'outil, je vais pouvoir réduire ou allonger les tangentes. Si j'appuie sur Shift, les tangentes restent dans leur axe. Si j'utilise le premier outil qu'on vient de voir, je vais pouvoir modifier uniquement la tangente de gauche, ou celle de droite évidemment. Donc en la réduisant ou allongeant. Donc de cette manière, je vais pouvoir contrôler la physionomie de chaque courbe pour gérer l'animation. Si je veux rajouter des clés par exemple à la frame 6, je peux évidemment aller directement dans la channel box, aller sur Case Selected pour poser une clé. Elle est directement visible dans le Graph Editor. Donc je reviens en arrière, Z. Je peux aussi, si je suis en mode Animate, bouger directement le modèle. Donc la clé va se mettre directement. Je peux aussi utiliser ici, dans le Graph Editor, un mode pour ajouter des clés. Donc avec le bouton du milieu, je clique et je pose ma clé. Donc je peux en poser plusieurs. Là on voit qu'on ne conserve pas l'orientation de la courbe, on conserve les tangentes qui ont déjà été placées. Donc si je reviens en arrière, et pour conserver la courbe, j'utiliserai cet outil ici. Donc toujours avec le bouton du milieu, je peux rajouter autant de clés que je veux. Et de cette façon, on modifiera les tangentes pour que la courbe soit conservée. Si je sélectionne un groupe de points, je peux aussi les modifier grâce au lattice ici. Et modifier la pente de la courbe, même avec beaucoup de points, grâce au lattice. Pour lisser la courbe, on utilisera cet outil. Si je veux maintenant, par exemple dans Translate Y, copier un groupe de points, par exemple à partir de 25, je vais dans Edit, Copie, Edit, Paste, et je vais aller dans les options. Donc par défaut, on est en mode Insert, et on peut cliquer sur Help Image, qui permet
de visualiser le type de copie qu'on fait. Alors, par exemple, ici, si je fais une copie de cette manière, on voit que le point est monté au niveau du point final, le point de début au niveau du point final, ce qui fait que la courbe est plus haute ici. Si je reviens en arrière avec Z, que je copie en mode merge, on va conserver la position réelle de la courbe. Le Graph Editor permet aussi facilement de boucler une animation, c'est-à-dire de la faire répéter indéfiniment. Donc pour ceci, je vais dans View Infinity. Donc là, on voit qu'on a l'animation et qu'on reste bloqué au niveau de la position de la dernière clé. D'ailleurs, je vais la modifier pour que ce soit plus clair. Par exemple. Et je vais maintenant créer une boucle d'animation. Donc pour ceci, je vais dans Curve, Post Infinity, c'est-à-dire après la courbe. Je vais cliquer sur la double barre ici pour garder le menu. Donc si je me mets en mode cycle, donc on aura après l'animation répété la courbe ici. Donc en gardant les valeurs. Si je clique sur cycle with offset, on va voir la courbe monter peu à peu puisque le début de la courbe sera la fin de l'autre. Oscillate permettra de faire une courbe d'oscillation en miroir. Avec linéaire, on aura l'orientation de la courbe sur la fin de la clé. Donc si j'ai quelque chose de plat, on n'aura pas d'animation, on restera au niveau de la clé, sur sa valeur. Par contre, si je bouge l'orientation de la tangente, on voit que qu'on continue à bouger dans le sens de la courbe, au niveau du point. Et si je clique sur constant, on retrouvera le cycle de départ, c'est-à-dire sans cycle du tout sur la fin. Évidemment, on peut avoir la même chose en pré-infinity, donc curve, pré-infinity, cycle par exemple. Et donc jouer animation. Pour en finir avec le Graph Editor, nous allons voir maintenant les Buffer Curves. Donc je vais dans View, Show Buffer Curve. Alors si maintenant je modifie la courbe d'animation, je peux avoir encore en fantôme l'ancienne courbe. Si je clique sur cette icône ici, les points se remettent dans l'ancienne courbe. Et si j'appuie sur cette icône, je valide ma position de courbe. Je vais revenir en arrière avec Z. Je vais maintenant vous montrer comment avoir facilement un effet fouet ou retard en s'aidant du Graph Editor. Donc je vais sélectionner les os de la trompe.
Donc là, je sélectionne avec Shift. Donc on voit que la liste dans l'outliner du Graph Editor augmente. Donc je vais me mettre en mode rotation. Je vais me mettre en 0. Je vais me mettre en position. Je vais poser une clé sur tous ces os à la fois, sur Rotate X, donc Key Selected. Donc là je suis en mode Animate. Si je vais par exemple à l'image 16 et que je positionne ma trompe dans l'autre sens, avec F je peux voir toutes les courbes d'animation. Et donc en 24 par exemple, je vais mettre la trompe droite. Donc là si je joue l'animation, la trompe bouge, mais on n'a pas d'effet de fouet ou de retard. Donc pour faire cet effet, il faut sélectionner l'os au début, donc c'est trompe K. Donc il faut la désélectionner du Graph Editor. Sélectionner toutes les autres clés. Donc on voit avec le petit carré rouge sur Rotate X que tous les autres sont sélectionnés. Et les décaler d'une frame. Donc il faut vérifier qu'on est bien en Snap to Grid dans le Graph Editor. Je les décale d'une frame. Et je continue cette opération en remontant dans la hiérarchie. Si je joue maintenant l'animation sur la trompe de l'éléphant, on va avoir un retard au niveau de la trompe. Ça nous permet assez facilement de simuler des mouvements assez naturels sur la trompe. Et c'est aussi comme ça que j'ai animé les oreilles ou la queue par exemple. Pour animer les blend shapes, il suffit d'ouvrir la fenêtre des blend shapes ici. Donc on va par exemple animer les joues. Donc je vais me remettre en 0. Je vais demander de mettre une clé sur les joues à 0. Quand on est à 0 ici, donc clé. À 16 par exemple, je vais mettre le blend shape à 1. Et à 26, je vais me remettre en 0. Donc pour avoir accès aux courbes des blend shapes, il suffit que je clique sur Select. Et donc avec F, je peux voir la courbe du blend shape. A noter aussi que je peux dépasser les valeurs du blend shape, c'est-à-dire par exemple aller dans les négatifs. Dans ce cas-là, la joue se creuse. Et je vais pouvoir par exemple, à 35, me remettre en 0. Alors si je fais un Play Blast, donc je clique droit dans la timeline, Play Blast, je vais me mettre à 0,5, je vais lancer le calcul.
Donc voilà. Donc je rejoue l'animation. Donc ça nous permet d'avoir la vitesse réelle de l'animation autant sur les blend shapes que sur le reste de l'animation. C'est avec ces outils que j'ai animé la marche de l'éléphant dans le gymnase. Donc je vais ouvrir une des dernières versions. Donc à noter que l'animation des oreilles n'est pas encore faite. Donc je vais me mettre dans la vue perspective 1. Je vais calculer un playblast. Donc là je vais rester à 0,7. Je vais le calculer. Avant de rentrer dans les paramètres de rendu, je vais tout d'abord lisser l'éléphant. Donc pour ceci, je le sélectionne. Je vais dans son historique. Polysmooth division A1. Et je vais maintenant aller dans les render globals ou render settings. Donc là, je vois que pour l'instant, je suis en single frame. Donc je pourrais calculer qu'une seule image. Donc je vais me mettre en name.dièse.extension. Dièse correspond au numéro de l'image, l'extension au format. Donc là, je suis en format TGA, Targa. Je pourrais me mettre en format JPEG. Donc là, je vois que la séquence va de la frame 1 à la frame 200. Ça correspond à la timeline. Donc il va calculer toutes les frames. Frame padding 3 correspond au nombre de chiffres qu'il y a. Donc par exemple 0, 0, 2 0 avant le 1. Donc je choisis ma caméra. Donc là, la caméra utilisée, c'est caméra. Je vais choisir après mon format. Donc là, je vais me mettre en format PAL 720-176. Je vérifie dans My Software que je suis bien en production quality. Là, je vais faire un calcul sans ray tracing et avec un motion blur à 0 pour que le calcul soit plus rapide. Pour lancer le rendu des séquences d'images, je me mets dans Rendering ici. Je vais dans Render, Batch Render et je clique sur les options. Si j'ai plusieurs processeurs à ma machine, je peux cocher la case et lancer le rendu. Au bout d'un certain moment, lié à la vitesse de la machine, on peut lire Rendering Completed dans la barre de commande. A noter que pendant le calcul, cette même barre nous indiquait la frame qu'il était en train de rendre et le pourcentage de l'image calculée. Pour lire la séquence d'images, j'ai été chercher dans les programmes alias le logiciel fcheck. Alors je vais l'ouvrir. Donc par défaut, je suis sur 24 fps, je vais me mettre à 25. Et je vais ouvrir la séquence d'images. Donc File, Open Animation. Donc là, je suis dans le dossier éléphant. Il a rendu les images dans Images. Donc c'est toute cette séquence. Donc il va de 1 à 200. Donc je sélectionne la première image. Et je fais Ouvrir. Donc en sachant qu'il va d'abord charger les images avant de le lire à vitesse réelle.
Avec la barre espace, je peux arrêter l'animation. Et avec le bouton de la souris dans la fenêtre, je peux, si je clique, et je reste cliqué, jouer l'animation, donc à l'envers ou à l'endroit. Je peux aussi regarder si les images calculées en un alpha. Donc moi je l'avais calculé en TGA en cochant le mode alpha. Donc si je clique ici, tout ce qui est en blanc sera parfaitement opaque et tout ce qui est en noir sera transparent. Je peux regarder aussi s'il y a un Z, c'est-à-dire une profondeur. Là ici ce n'est pas le cas. Vous êtes maintenant initié au logiciel. Nous avons vu comment créer un personnage de la modélisation jusqu'à l'animation et le rendu d'une séquence d'images. À vous de créer votre propre film.